je pense que si vous nous avez invités, c'est parce qu'on a publié ce livre, qui s'appelle L'affaire Baby-Lou ou la nouvelle laïcité, par lequel on a voulu réagir à ce qui nous semble être une évolution notable, mais qui passe un peu inaperçue quand même, de la laïcité. Une évolution qui est même, de notre point de vue, pas loin de la subversion ou de la corruption. C'est-à-dire qu'en pensant s'inscrire dans la laïcité classique, on a fait évoluer progressivement vers quelque chose qui est presque son contraire. Et donc on a fait ce livre, d'abord pour éclairer, pour mettre en avant cette évolution, parce qu'elle mérite d'être connue, quitte à être assumée éventuellement, elle mérite d'abord d'être connue. Et puis c'est vrai qu'au-delà de ça, selon nous, elle est quand même plutôt négative. Il faudrait plutôt la combattre que l'assumer, que l'accepter aussi simplement. Alors, cette évolution, en fait, elle vient de loin, vous l'avez dit. Il y a l'affaire, il y a 2003, 2004, un certain nombre d'évolutions, mais en fait, elle vient du moment où on commence à s'interroger sur la présence d'offensives de l'islam en France. Et donc ça commence en 89 avec l'affaire de Creil, où des écolières portent le voile à l'école. Et depuis ce moment-là, très récemment, il y a un mouvement particulier que l'on appelle nouvelle laïcité. On n'est pas les seuls à utiliser cette expression, qui en gros, en très gros, consiste à faire porter l'exigence de neutralité religieuse sur les personnes privées et non pas seulement sur l'État. En gros, je reviendrai, mais la laïcité classique, celle pas politique, pas philosophique, la laïcité juridique, celle qui est portée par le droit positif français, elle met en avant deux choses, la neutralité de l'État vis-à-vis des religions et la séparation de l'État et des églises. Séparation et neutralité. La nouvelle laïcité, eh bien, remet en cause d'une part la séparation, mais surtout, et c'est ce que nous trouvons à faire rompt le principe de neutralité. Allez, les deux à la fois. Vous voyez donc les deux fondements de la loi de 1905 et du droit de la laïcité qui est aussi issu de la déclaration des droits de l'homme de 89 sont remises en cause par cette évolution. Alors, pour le dire très vite, cette évolution consiste, je vous donne des exemples, à demander aux personnes privées, usagers des services publics, pour l'instant, mais ça fera 7 ans, mais de demander aux personnes privées de renoncer à l'expression de leur foi quand elles sont en contact avec quelque chose dont on pense qu'il relève de la République ou du commun. Alors, les exemples sont faciles. Jusqu'aux affaires Creil, on considérait que l'exigence de neutralité dans l'école ne concernait que les enseignants. C'est l'enseignant qui ne doit pas faire du prosélytisme. C'est l'enseignant qui ne doit pas influencer les élèves sur la question religieuse. Et d'ailleurs, en 1989, quand le problème arrive devant le Conseil d'État qui on demande un avis, le Conseil d'État fait très clairement la distinction entre agent et usager. La laïcité, c'est l'agent, ce n'est pas l'usager. Alors, cette idée est importante parce qu'elle va se développer. C'est-à-dire, en 1989, le Conseil d'État a une position complètement libérale de défense de la laïcité classique, qu'il a d'ailleurs plus tôt encore, mais progressivement, quand même, dans la société française, chez les législateurs, chez les politiques, voire dans la sphère intellectuelle, on va considérer que cette neutralité doit être dépassée. Alors, l'affaire Baby-Lou explique ça particulièrement, mais quelles sont les différentes étapes? Il y a notamment la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux à l'école. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une évolution par rapport à l'avis de 1989. En 1989, le Conseil d'État dit que l'on peut interdire le port des signes religieux si son corps est revendicatif. C'est-à-dire que s'il exprime une atteinte finalement au service scolaire. Ce n'est pas simplement le fait de porter une croix, une kippa ou un voile, puisque c'est la question du voile qui pose un problème, c'est si le port du voile est accompagné d'un refus des enseignements, d'une remise en cause de l'éducation. Mais en 1989, on insiste
bien sur cet aspect revendicatif, sur le prosélytisme qui doit être attaché au port pour qu'on puisse interdire. Et alors en 2004, la loi finalement, sans le dire clairement, mais efface cette nuance. La loi de 2004 proscrit le port des signes religieux. La formule c'est ostensible. Bon, ça ne veut rien dire ostensible. Il y a une incertitude, en tout cas, on l'interdit comme symbole de quelque chose qu'on ne veut pas voir à l'école. Alors on peut trouver ça bien, hein. Il y a d'autres débats après sur le rôle de l'école, mais enfin pour l'instant j'illustre l'évolution. Bon, il y a la loi de 2004 sur la burqa. Là encore, sur l'interdiction du voile intégral et l'interdiction plutôt de la dissimulation du visage dans l'espace public en 2010. Alors, évidemment, on peut trouver ça très bien hein, qu'on interdise la burqa, mais nous, ce qui nous intéresse plus, c'est les raisonnements mobilisés. Et si vous voulez, la rue, classiquement, était considérée comme un lieu dans lequel chacun peut affirmer sa particularité. À partir du moment où il ne porte pas atteinte à autrui ou à l'ordre public. Et donc c'est une nouveauté d'interdire une façon d'être de manière purement symbolique. Ce n'est pas le problème le plus dramatique, ce n'est pas le problème théoriquement le plus compliqué, la burqa, ce n'est pas là qu'il y a des vrais enjeux, mais en tout cas c'est aussi l'expression de la nouvelle laïcité, puisque ce sont les personnes privées qui doivent neutraliser leur expression de la religion, ce n'est pas l'État. Et puis alors, c'est ce qui a fait qu'on a voulu écrire ce livre via l'affaire Baby-Lou. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que vous voyez à peu près de quoi il s'agit, l'histoire de cette crèche, qui est une entreprise privée, certes, qui reçoit des subventions publiques, mais qui est une entreprise privée, c'est un organisme de droit privé. Bon. Et alors, qu'est-ce qui nous a fait réagir? Eh bien, c'est qu'après plusieurs péripéties juridiques, la Cour de cassation a rappelé que la laïcité ne s'appliquait pas à une entreprise privée. Autrement dit, la Cour de cassation a rappelé que la laïcité, c'était pour l'État. Ce n'était pas pour la sphère privée. C'était pour les personnes privées, pas pour les personnes publiques, pas pour les personnes privées. Or, quand la Cour de cassation a rendu cette solution qui nous paraissait rapide, eh bien, ça a été un branle-bas dans les médias, chez les politiques. Il y a notamment cette déclaration d'Emmanuel Valls, qui, dans l'hémicycle, qui ministre de l'Intérieur à l'époque, dit que cette décision de justice est pour lui une atteinte à la laïcité. Or, précisément, la laïcité, c'est la séparation du public et du privé. Très nettement. Et donc, ce qui nous a heurté, c'est pour ça qu'on a voulu réfléchir et écrire sur cette question, c'est le fait qu'on considère finalement que la laïcité n'est pas une nouvelle laïcité dans la manière dont elle s'exprime. Hein. C'est nous qui l'appelons nouvelle laïcité, mais elle-même se dit laïcité normale, évidente. Ce qui nous a fait réagir, c'est cette idée que la laïcité concerne les personnes privées, s'étend à la sphère qui n'est pas celle de la chose politique à proprement parler, et donc devienne une injonction aux personnes mêmes. Alors, il y a d'autres cas récents, d'autres problèmes récents qui Stéphanie, mais ce qui est important, si vous voulez, c'est de comprendre à quel point cette évolution, que je résume à grands traits, est une révolution, est une subversion. Ses arguments même, ses fondements, sa logique intellectuelle changent, même si le changement n'est pas assumé comme tel. D'abord, ce qui est mis en avant dans cette nouvelle laïcité, c'est en fait que il faudrait que l'État contrôle la manière d'être des individus. C'est-à-dire que c'est une injonction qui est faite à chacun de nous de se comporter d'une façon compatible avec les valeurs de la République. Une façon de se comporter de manière compatible avec les valeurs de la République, alors même qu'il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'autrui, alors même qu'il n'y a pas de nuisance à l'ordre public, alors même que personne ne peut se plaindre, si ce n'est sur un plan symbolique, de l'attitude des personnes privées. Donc, c'est très... Ça semble évident quand on s'intéresse à cela. Ce qui est défendu, c'est le fait que, finalement, puisqu'on est dans une république laïque, les individus, dans leur comportement propre, doivent renoncer à tout ce qui serait l'expression d'une valeur. Là, il s'agit de religion, mais ça pourrait être une croyance ordinaire, qui choque ce qui serait majoritaire dans la République. Donc, la nouvelle laïcité, c'est l'injonction à chacun de ne pas choquer, finalement, une certaine conception de la République, indépendamment de toute
atteinte à autrui. En résumé, on pourrait dire les choses de cette façon-là. En définitive, ce que vise cette laïcité, c'est pas un État laïque, c'est une société laïque. C'est vraiment l'idée que le progrès de la modernité, le progrès des droits de l'homme, de la démocratie, le progrès de ce qu'on appelle la sécularisation, fasse qu'enfin on vive dans une société débarrassée de l'obscurantisme religieux. Je crois que c'est ça qui est derrière. Alors, il peut y avoir des intentions évidemment politiques quand c'est instrumentalisé par le Front National, mais même si on ne va pas de ce côté-là, je crois que l'idée qu'il y a derrière, c'est que si la Révolution française, on l'a emportée, eh bien, ça s'exprime principalement par le fait que nous soyons tous des sujets rationnels, athées dans notre comportement ordinaire, dans notre comportement privé, et donc que l'on renonce à finalement suivre des dogmes religieux aussi absurdes, aussi attentatoires au rapport entre l'homme et la femme, que porter le voile, que porter la burqa, etc., etc. Alors évidemment, ce n'est pas dit de manière offensive, hein, parce que le principe de laïcité, pour ce qu'il en reste, a appris quand même que la liberté religieuse était protégée. Et donc, on attaque ça autrement. Donc, vous voyez, en fait, ça vise l'état de la société et pas le rapport de l'État à la société. Le mouvement va dans ce sens. Il s'agit de, voilà, vous avez compris, d'empêcher que s'affirme ce qui nous choque. Et c'est ce qui est très important, et alors avec Stéphanie en parlera, avec l'idée d'interdire le voile dans l'université, je pense qu'on n'a pas encore un sommet nouveau dans cette voie-là, c'est vraiment en fait l'idée qu'on interdit quelque chose qui énerve seulement d'un point de vue symbolique. Parce qu'il y a des débats très intéressants sur la nature de l'école. Est-ce que dans l'école on vient, est-ce que c'est la société qui entre dans l'école, ou est-ce que l'école est neutraliste, ou qui vient du dehors, que ce soit l'entreprise, la pub, et pas seulement la religion. Bon, il y a des débats très intéressants, mais en fait, je pense que si on veut interdire le voile à l'école, c'est indépendant des pressions qui sont faites sur l'exercice de la scolarité. C'est la loi de 2004, c'est non, on n'affiche pas ça. Et je pense que s'il y a ce mouvement de critique du voile, c'est parce que c'est tout simplement l'expression d'une philosophie générale, d'une religion dont on espérait débarrasser grâce à la modernité. Alors, premier point, on vise une société laïque et pas un État laïque, et ça change tout. Vous voyez, je ne peux pas insister, mais ça change tout, puisque finalement, le projet de la modernité, c'est précisément de séparer le public et le privé, de mettre en œuvre un ordre juridique dans lequel chacun, dans sa vie privée, c'est-à-dire dans ce qui ne concerne pas autrui, est totalement libre de s'auto-déterminer. Donc si on exerce un contrôle public de ce choix privé indépendamment des nuisances, eh bien c'est la porte ouverte à la remise en cause de tout simplement ce qui fonde les droits de l'homme. L'idée d'autonomie, l'idée d'être protégé dans son fort intérieur, dans ses choix propres. Donc évidemment, quand il s'agit d'interdire la burqa, il n'y a pas grand monde pour se plaindre, mais intellectuellement, on rentre, je crois, dans une logique qui est dangereuse. Voilà, parce que, en fait, c'est un projet vraiment pas totalitaire. Des mots inappropriés, mais disons que c'est un projet pas du tout libéral et qui est vraiment contraire à l'esprit des droits de l'homme. La deuxième chose à noter dans cette nouvelle laïcité, c'est que précisément il ne s'agit plus du tout de protéger le droit de vivre selon sa liberté, selon sa croyance ou sa foi. Donc on n'est pas dans le registre des droits de l'homme, c'est ce que fait pourtant la loi de 1905. Avec cette nouvelle laïcité, on n'est pas dans le registre des droits, on est dans le registre de l'identité. En fait, on veut garantir, défendre ce que serait l'identité de la République française. Et là, il y a une convergence d'une certaine droite et d'une certaine gauche, puisque pour une partie de la droite, cette nouvelle laïcité, c'est défendre une sorte d'identité néo-chrétienne, disons une identité imprégnée de valeurs chrétiennes, même si ce n'est pas le catholicisme lui-même évidemment qui est défendu. Et puis à gauche, ce sera plutôt une identité républicaine fondée ou reliée à la défense de l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais en tout cas, des deux côtés, on défend toute cette série de projets dont on a parlé au nom de ce que serait la République, une identité. Et alors, c'est un problème parce que juridiquement, précisément, tout le projet moderne depuis 1989 s'est construit sur l'idée que le droit permettait de s'arracher aux identités, s'arracher au déterminisme, de permettre à chacun de vivre selon son choix. Alors, maintenant, ça pose après, à savoir si le port du voile est un libre choix, mais c'est une autre question. Donc de vivre selon son choix et de ne pas imposer l'identité nationale qui encadrerait les choix privés. Donc le fait même que la laïcité devienne une identité culturelle à défendre
ça pose déjà un problème. C'est une autre subversion de ce que c'est. Et puis, dernier point, même si c'est implicite, c'est bien la laïcité devient un principe de contrôle et plus du tout de liberté. La laïcité, c'est un principe au duquel l'État contrôle la société, alors qu'à l'origine, c'est un principe de séparation des deux qui permettent aux deux de s'émanciper. Et d'ailleurs, j'attire l'attention sur un point qui est souvent oublié, c'est que la séparation publique-privée, elle ne sert pas seulement à protéger le privé, mais elle sert aussi au public de s'émanciper du privé. C'est-à-dire la République ne peut être pensée qu'à partir du moment où on postule qu'il y a une chose publique qui s'arrache des déterminismes privés, qui s'arrache de la religion. Donc la séparation, c'est important dans les deux sens. Bon, je ne développe pas trop, mais enfin, c'est ce qu'on essaie de montrer dans le livre. Cette évolution vers une nouvelle laïcité, c'est extrêmement lourd en termes de remise en cause des fondements de notre droit, de l'état de droit. Après, il y a d'autres aspects qui est la situation qui est faite notamment aux femmes de confession musulmane qui voudraient porter le voile. On a tendance à l'identifier au frère Kouachi, alors que en soi, porter le voile, comme porter une croix ou une kippa, n'est pas un acte terroriste. Donc ça a aussi des effets sur une population qui mérite d'être mise en avant, mais moi, dans notre répartition des rôles, j'insiste plus sur la remise en cause générale. Et alors, ce qui est intéressant dans cette nouvelle laïcité, c'est quand même le dire, c'est qu'elle n'a aucune source dans notre droit. C'est-à-dire qu'il y a en fait un imaginaire de la laïcité qui vient de la Révolution française. Un imaginaire de la laïcité qui fait que, pour certains, la laïcité, c'est ce qui permet vraiment de combattre la religion. C'est Voltaire, chassons l'infâme, chassons l'obscurantisme, Kant, pensons par nous-mêmes. Kant, dans Qu'est-ce que les Lumières, dit que les Lumières, précisément, c'est le fait de sortir de l'état de tutelle. Donc, la réalisation du projet moderne, ce serait vraiment qu'on soit débarrassé une fois pour toutes des prêtres, des imams, des rabbins, enfin une espèce de valorisation comme ça de l'individualisme. Et sans doute qu'au début, enfin à la fin du 19e, quand la loi de 1882 crée l'école laïque, et sans doute qu'au début aussi, que dans cette période-là, en 1905, avant de la loi, il y a un climat derrière la loi qui est un climat guerrier. C'est combatif, c'est pas du tout pacifié. Mais il se trouve que précisément parce que c'était tellement tendu socialement, Aristide Briand, qui était Luc Ferry, qui était derrière finalement l'écriture du droit de la laïcité, ont décidé d'adopter des principes très libéraux, très neutres, très tranquilles, vous voyez, pour pacifier la société. Et du coup, on peut fantasmer une laïcité combattante qui fait reculer partout dans la sphère publique, dans la sphère privée, l'expression de la religion, mais si on regarde le droit, il est totalement neutre, il ne donne aucune arme à l'État pour combattre le fait religieux. Aucune. Alors, je vous rappelle quand même, parce que c'est très rapide ce qu'il y a dans notre droit. L'article 1 de la Constitution dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, qu'elle est sur l'égalité des droits sans distinction d'origine, de race ou de religion, et qu'elle respecte toutes les croyances. Donc, c'est un article qui défend la liberté. Tout ça doit être surveillé. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89 dit que nul doit être inquiété par ses opinions, même religieuses. Alors, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Alors, certains vont dire, oui, mais alors l'ordre public, ça peut être un ordre dans lequel il n'y a pas d'expression de religion radicale. Mais il faut se souvenir qu'il y a aussi l'article 4 dans cette déclaration qui considère que la liberté de chacun ne trouve une limite que dans la liberté d'autrui, et aussi dans le respect de l'ordre public. Mais qu'est-ce que l'ordre public? Et c'est ce qui permet la jouissance des droits. Donc en fait, si on fait une exégèse très rapide, ce qui permet de limiter l'expression de la religion, c'est uniquement ce qui porte atteinte à la capacité pour autrui de jouir du même droit. Autrement dit, pour le dire vite, dans notre droit, on peut interdire, on va dire, ou contrôler une religion que si elle porte atteinte au droit d'autrui de jouir de ses droits de l'homme. Si elle limite, autrement dit, son autonomie ou sa liberté de croyance. Autrement dit, on ne peut pas interdire une religion parce qu'elle nous énerve. Et moi, je pense que s'il y a ce processus depuis 89 contre l'islam, contre
contre le voile, c'est parce que pour une partie de l'opinion, pour une partie des enseignants, ça énerve, tout simplement, ça indigne, peut-être à bon droit, c'est un débat qui est autre que le mien ici, mais en tout cas, ça énerve, ça indigne, on ne supporte pas ça. On ne supporte pas ça. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public, mais c'est pas possible. Ouais, donc je crois que c'est ça. C'est pas possible, alors qu'on voyait les images d'Afghanistan il y a 15 ans, et qu'on voyait des burqas, et qu'on se disait, mais quelle barbarie, que ça soit dans nos quartiers, dans nos rues, qu'on la croise. Et bien, c'est pas possible. C'est pas possible qu'une jeune femme décide, alors qu'il n'y a même pas de pression sur elle, de porter le voile. Et je pense que c'est ça. Bon. Mais vous voyez bien que cette indignation, elle n'a aucun fondement juridique. Elle ne peut pas s'appuyer sur ce qu'il y a dans notre cas. Alors, j'ai parlé de la Constitution, de la Déclaration, ben, la loi de 1905, vous le savez sans doute, mais il faut quand même le rappeler, il n'y a que deux principes. C'est que la République assure la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. C'est le premier article. Et le deuxième, c'est que la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Autrement dit, vous voyez, je reviens à ce que je disais sur l'esprit de la loi de 1905, c'est pas une loi anti-religion, c'est une loi plutôt, c'est une loi anticléricale, c'est-à-dire que c'est une loi juridiquement qui sépare l'État et les églises. C'est pas une loi qui dit qu'il ne doit plus y avoir de conviction, de religion dans la société. Pour bien faire comprendre à quel point c'est vraiment l'esprit des législateurs de l'époque, j'ai appris d'ailleurs assez récemment, j'ai appris ça après avoir écrit le livre, l'origine du jour férié à l'école. Donc pourquoi il y a un jour férié dans la semaine? Pour permettre aux enfants d'aller au catéchisme. Parce que le grand débat, c'était pas est-ce qu'on les empêche d'aller au catéchisme ou est-ce qu'ils y vont, c'était est-ce que le catéchisme doit être dans l'école ou en dehors. On décide que ce sera en dehors, donc on crée un jour où ils ne vont pas à l'école pour ça. Donc vous voyez à quel point quand même, c'est pas combatif. C'est pas combatif du tout. On combat le fait que l'Église soit dans l'État. On combat, autrement dit, le concordat qui était en vigueur jusqu'à 1905. On ne combat pas la religion. Il y a bien sûr dans la République des gens qui veulent combattre la religion, violemment. Ça se manifestera par l'interdiction de congrégation. Ça structure notre représentation de la République, mais ce n'est pas dans le droit. C'est pour ça que tout ce que l'on appelle la nouvelle laïcité est une subversion de ce qui est le droit en vigueur. Et c'est pour ça que quand Valls déclare que l'arrêt de la Cour de cassation sur les Bilou est une atteinte à la laïcité, on ne peut pas laisser passer ça naturellement. Et ce qui nous a fait réagir, c'est que tout le monde disait ça dans les médias. Des gens, quand même, j'ai plus de sympathie que toi pour des gens comme Elisabeth Badinter, qui se laissaient aller à des aberrations intellectuelles sur ce plan-là. Enfin, bon, bref, donc on a voulu réagir à ça. Alors, plus exactement où j'en étais, mais je crois que vous voyez qu'il faut bien comprendre, parce que là je fais un exposé où je fais un rappel à la loi d'une certaine façon. Ça n'empêche pas qu'on puisse être pour une autre conception. Mais je crois que ce qui s'affronte aujourd'hui, c'est vraiment deux conceptions de la laïcité. Une conception libérale, en gros, où on doit admettre que chacun ait un comportement qui choque nos convictions. Et on doit l'admettre jusqu'à ce que ça porte atteinte à notre propre capacité d'exprimer nos propres convictions. Autrement dit, le port du voile en soi, je ne vois pas comment, dans la tradition juridique, on peut l'interdire. Je rappelle que sous la Révolution, il y a eu des projets de loi les plus jacobins, les plus militants, pour interdire le port de la soutane. En disant que c'était encore un signe d'obscurantisme, qui ne pouvait pas être même toléré, même volontairement. Il y a un député qui dit ça dans l'Assemblée, même volontairement. La liberté, on s'en fout. Ça doit disparaître de notre ordre social. Donc j'ai un peu perdu le fil de ce que je disais. Oui, voilà, les deux laïcités. Voilà. Il faut bien savoir, soit on opte pour la laïcité telle qu'elle est définie depuis 1905, et alors on doit s'interroger très précisément sur ce que l'on ne supporte pas, et sur le statut de ce qu'on ne porte pas, et sur les effets de ce qu'on ne supporte pas sur la République. Soit on défend une autre forme de laïcité, la nouvelle laïcité, qui a sa dignité philosophiquement. On peut promouvoir un projet politique qui viserait effectivement au recul de toutes les religions. Moi, à titre personnel, je suis athée. Je n'ai pas envie à terme de me retrouver dans une société qui serait bouffée par des communautarismes religieux. Donc, je serais plutôt, de ce point de vue, favorable à ceux qui militent pour un recul du communautarisme.
Mais je ne vois pas au nom de quoi je pourrais m'opposer à ce que certains veulent vivre de manière communautaire. Et donc, cette laïcité, cette deuxième laïcité, philosophiquement, elle a sa dignité, mais elle ne peut pas se réclamer tranquillement de la tradition de 1905. Elle ne peut pas s'affirmer sans comprendre qu'en même temps, elle remet en cause tout ce qui permet la garantie des droits de l'homme dans notre République. Donc, je pense qu'il y a vraiment les deux choses, prendre conscience de ce qui se passe, puis éventuellement après, prendre parti pour une laïcité ou pour l'autre. Mais je crois qu'il faut vraiment comprendre que c'est deux laïcités qui s'appliquent. Soit la laïcité libérale neutre, soit la laïcité substantielle, offensive, qui veut combattre toutes les religions, et d'ailleurs qui assume qu'on a fait reculer l'Église catholique, et que maintenant il faut faire reculer l'islam, indépendamment d'un effet sur notre humanité, je pense qu'il représente d'obscurantisme en lui.